Madame la ministre, bonjour. Vous êtes intervenue ce matin dans le cadre de la cérémonie de clôture du cycle des hautes études européennes, cycle 2015, qui porte votre nom. Et à l'occasion donc de cette conférence, vous avez une fois de plus paraphrasé Jacques Delors. Vous avez utilisé cette phrase que vous aimez bien, je crois. L'Europe est comme un vélo, soit vous pédalez, soit vous tombez. Or, il semblerait que nous soyons arrêtés de pédaler. Alors, est-ce que l'Europe, ou même l'idée européenne, eh bien, est-ce qu'elles sont dans un tel état que finalement on peut dire qu'elles sont en si mauvaise posture? Qu'en pensez-vous? Moi, je pense qu'on risque d'avoir la mémoire trop courte. Déjà, on n'est pas tellement doué pour regarder moyen long terme, mais aussi on risque d'avoir la mémoire courte parce que même, bon, avec des délusions européennes, au moins pour des gens comme moi qui auraient voulu pédaler beaucoup plus fort, n'empêche qu'il ne faut pas oublier l'énorme succès du projet européen. Si vous pensez, ça fait 60 ans, et dans l'histoire, 60 ans, c'est vraiment rien. On est sorti de la Deuxième Guerre mondiale, en effet, avec des pays tout à fait détruits aussi dans l'âme, pas seulement de façon physique ou économique. Et c'est bien le projet européen, ce projet visionnaire qui nous a fait comprendre, et nous le voyons, que c'est seulement ensemble qu'on aurait pu avoir l'élan nécessaire de rebâtir nos sociétés et pas seulement nos économies. Et c'est pour ça qu'en 60 ans, sortis de 2 guerres mondiales et un génocide, on est devenu le continent le plus riche au monde, de tout point de vue, que ce soit point de vue espérance de vie, point de vue économique, point de vue éducation, point de vue même welfare, système social, etc. Et on risque d'oublier tout ça. Et donc de souligner seulement les insuffisances actuelles qui sont malheureusement, et surtout ces jours-ci, devant les yeux de tout le monde. Mais c'est justement que la mémoire historique d'un terme si court comme 60 ans qui peut nous donner l'espoir que c'est possible d'aller de l'avant, parce que justement l'Europe n'était pas un projet ni géographique ni religieux, c'était un projet politique, et donc comme tel, il doit s'adapter au monde qui change. Par contre, nous sommes un peu assis, disons, sur le bien-être qu'on avait acquis, et donc on s'est donné aussi une construction européenne qui n'est pas à la hauteur des défis actuels. Donc, face à l'immigration, on découvre tout à coup qu'on n'a pas une politique d'immigration commune, on n'a même pas une politique d'asile commune. Chaque pays a sa loi, il y a des pays qui n'en ont même pas. Et on a eu la crise financière, après sociale et après politique, et on a découvert que la gouvernance de l'euro qu'on avait, c'était une gouvernance pour les beaux temps, mais dès qu'un orage est arrivé, on a découvert tout à coup que ça n'allait pas. Maintenant, avec ce drame, on a découvert depuis Madrid et après par Londres qu'on n'a pas les instruments adéquats pour le menace de sécurité. Et donc voilà toutes les raisons pour lesquelles moi je me demande si pas maintenant, qu'est-ce qu'on attend pour avoir, entre guillemets, plus d'Europe. Et d'autant plus que ce qui fait rage maintenant, c'est l'illusion nationaliste. Et donc l'idée que non, tout ça, bon, ça a été bien, mais maintenant c'est fini, frontières internes, barbelés, murs, etc., etc. Donc si on n'a pas de leadership qui ont assez de courage pour appeler à plus d'union, même si ça c'est difficile, on risque effectivement de perdurer dans cette crise au lieu de la saisir aussi comme une opportunité. C'est un manque de vision politique selon vous? C'est un manque de vision politique, c'est aussi un fait qu'après les élections sont nationaux, que par exemple mon idée peut être un peu utopique d'un parti transnational n'a pas prise, mais on constate qu'après quand les élections arrivent, il faut répondre à niveau national. Donc ouais, c'est un amalgame de choses qui se renforcent l'un à l'autre
et la voix, disons, des européistes devient plus faible. Absolument. Donc vous êtes fédéraliste, on le sait. Hein. Est-ce que vous pensez que ce qui caractérise actuellement les États membres soit réellement leur volonté de construire une union politique, ces fameux États-Unis d'Europe que vous appelez de vos voeux? Non, je pense qu'il y a une espèce d'ambiguïté, dans le sens que il y a beaucoup de pays qui te disent oui, il faut plus d'Europe, mais maintenant, pour l'émergence, pour les migrants, il faut trouver des solutions à niveau national. Ce n'est pas le moment des grands dessins. Moi, je pense exactement le contraire. C'est que justement, si vous avez une vision, un parcours où aller, vous pouvez même faire des compromis dans l'immédiat. Par exemple, de fermer les frontières de façon temporaire pour des raisons motivées à la Commission, c'est prévu par les traités. Donc, ce n'est pas ça qui m'agace. Ce qui m'agace, c'est de passer d'une crise à l'autre sans avoir une vision commune vers laquelle on doit aller. Si on a cette vision, je répète, tout compromis dans l'immédiat peut être accepté. D'ailleurs, les règles nous permettent justement des déviations motivées, mais ce n'est pas ça qui manque. Ce qui manque, à mon avis, c'est une vision commune. Par exemple, c'est évident après les drames de Paris, comme après Madrid, comme après Londres, mais surtout maintenant avec Paris, que le manque d'un système communautaire de renseignement, c'est évidemment la faillite la plus évidente, d'autant plus que les foreign fighters, c'est des gens qui habitent chez nous, et donc comme on ne peut même pas imaginer d'avoir un policier pour chaque habitant, c'est évident que c'est le contrôle aux frontières externes, mais aussi l'échange d'informations sur les différentes listes, ou même pour les avions, etc. Mais ça va être très difficile à mettre en place. Malgré l'impulsion de Jean-Claude Juncker au départ, il voulait effectivement, quand il est arrivé à la tête de la Commission européenne, lui-même souhaiter mettre en place une Europe du renseignement. Alors vous êtes radical, vous êtes libéral, hein, la liberté pour vous c'est un droit. Comment est-ce qu'on fait tenir ensemble cette idée finalement de la liberté d'abord, et ensuite eh bien, on met en place cette Europe du renseignement? J'ai jamais cru à la liberté sans responsabilité. Sinon, on parle d'autre chose qui ne m'intéresse pas du tout. Je pense que même les citoyens pourraient accepter un contrôle majeur de façon transparente, qu'on leur dise exactement quels sont les renseignements et à quoi ça sert. Et je pense que là, c'est possible. Ce qu'il faut, c'est de ne pas le faire en cachette, de ne pas nier les choses. Je pense que les citoyens sont aussi responsables que leurs leaders politiques. Ils comprennent assez bien. Et je pense que ce n'est pas une entrave aux libertés individuelles, le fait de changer de renseignements que la Belgique a, mais elle ne passe pas à la France. La France ne le passe pas à l'Italie. Là, ce n'est pas une question de droit civil de liberté. Hein, c'est des renseignements que quelqu'un a et qui ne le partage pas avec les autres. Donc le monsieur qu'on cherche de partout, il a pu passer en France, venir en Italie, s'embarquer en Italie, faire un tour en Grèce, revenir en Italie, prendre une voiture jusqu'à Vérone, parce qu'il n'était pas signalé. Donc les contrôles que nous avons faits, ils ne signalaient rien de spécial. Voilà un peu où c'est la faillite. Et je comprends que le renseignement, c'est un dossier sensible. Oui, on est dans la sphère des droits régaliens. C'est comme la mise à l'agenda finalement d'une Europe de la justice dans les années 70. Ça s'est débloqué réellement qu'avec le mandat d'arrêt européen après le 11 septembre 2001. Donc, moi, j'espère que, comme d'habitude, puisqu'on me dit tout le temps, même si je deviens un peu impatiente, que l'Europe se bâtit d'une crise à l'autre, je pense qu'il ne faut pas trop être confiant que c'est automatique. Il se peut qu'il y arrive une crise qu'on n'est pas capable de tourner en possibilité. Peut-être qu'un jour arrive une crise. Donc, ce n'est pas automatique. C'est pour ça que je pense que l'Europe, ce n'est pas un destin, c'est un travail. C'est un projet qu'il faut aimer,
qu'il faut corriger presque chaque jour, mais résister surtout maintenant et dans les prochaines années, au retour au nationalisme. Ça, on a déjà compris qu'est-ce que ça veut dire. Ce n'est pas seulement l'esprit national, après c'est les minorités soi-disant, après c'est tout genre de trucs qu'on a déjà vécu malheureusement. Donc c'est surtout de résister, c'est pour ça que je suis plutôt favorable à un renforcement de Schengen, si ça c'est entre guillemets le prix à payer par rapport aux barbelés nationaux ou aux murs nationaux. D'ailleurs, notre développement culturel, humain, économique s'est passé exactement sur les 4 libertés fondamentales qui avaient été évidemment au début de ce projet. Je sais que ça peut être impopulaire, peut-être ça aide pas à gagner les élections, mais parfois il faut avoir aussi le courage de regarder un peu plus avant que les prochains 2 mois. On parle effectivement de réforme de Schengen. Certains parlent aussi de mini-Schengen. Ce n'est pas forcément la route à prendre. Tout ça, je n'ai pas envie de le commenter maintenant parce que ça va changer. Et je pense que justement, quand on commence une discussion sans préjugés, on peut en sortir par contre avec des solutions assez innovatives. Et le problème, c'est de se mettre à table sans préjugés et sans déjà en tête sa propre solution. Mais si on a une disponibilité au dialogue, parfois on a eu la possibilité d'être même innovateur. Hein? Et donc je déprime pas, je prône tout simplement à prendre au sérieux ces crises qui nous traversent. Alors la situation internationale, elle est aussi l'héritage des années 70, des relations entre les deux grandes puissances, qui a donné un certain nombre de conflits, un développement aussi aujourd'hui de la menace terroriste. Et puis cela nous force aussi aujourd'hui à devoir gérer une crise sans précédent en matière d'afflux de réfugiés. Au-delà donc du discours des communicants politiques, selon vous, qui avez à la fois l'expérience européenne, mais aussi l'expérience d'avoir vécu, en particulier, je crois, au Caire, l'Union a-t-elle encore les moyens de renverser cette tendance et de peser militairement, diplomatiquement, pour justement assurer sa propre sécurité? À mon avis, il faut déjà commencer à discuter, est-ce qu'on a une analyse commune? Parce qu'après, est-ce qu'on veut la même chose? Et donc après, en tirer les conséquences. Or, d'abord, par exemple, il faut accepter finalement que ce n'est plus seulement une grande relation entre Russie, États-Unis, quelques pays européens, etc., mais qu'entre-temps, dans les derniers 20-30 ans, il y a des puissances régionales qui n'étaient pas là, ça fait 30 ans, qui ont des intérêts consolidés, très souvent en contradiction entre eux, qui ont des moyens très efficaces, peut-être pas seulement militaires, mais financiers par exemple, ou médiatiques, et qui ont leurs propres intérêts. Donc même si on arrive à un accord, je ne sais pas moi, États-Unis, Russie, après vous avez Turquie, vous avez Arabie Saoudite, vous avez l'Iran, vous avez une réalité régionale qui est assez importante, donc il faut aussi le deuxième niveau. Après, vous avez aussi un autre niveau qui est local, beaucoup plus compliqué, fait de groupes plus ou moins terroristes ou de tribus, parce qu'il ne faut pas oublier, à mon avis, le dossier Libye a beaucoup à voir avec ce même conflit dont je parlais, qui est surtout un conflit intrasunnite entre les monarchies du Golfe et quelques-unes, et d'autres, Turquie et d'autres, qui ont, disons, des moyens d'intervention tout à fait différents et des intérêts contraposés, d'hégémonie culturelle, financière, comme nous connaissons très bien, hein, d'ailleurs. Donc il ne faut pas aussi être surpris que les puissances régionales ont leurs intérêts. Le problème, c'est que nous, après la guerre mondiale, on a un peu compris que les conflits qui sont toujours là, c'est mieux de les régler par voie diplomatique ou par voie dialogue, ou par voie état de droit, ou par voie convention, ou par d'autres voies, directives, etc., qui sont là justement pour résoudre des conflits.
le reste du monde n'est pas ça. C'est des pays très nationalistes et qui ont des intérêts nationaux et, je dis bien, contradictoires. Voilà pourquoi c'est compliqué une solution diplomatique, parce qu'elle doit tenir compte des différents niveaux dans lesquels, dans cette complication, évidemment, les groupes terroristes se sont infiltrés, et infiltrés de façon très efficace, et de façon financière, par exemple, militaire. Et donc, mais il faut aussi être conscient qu'il n'y a pas de solution militaire à cette affaire. On peut fragiliser ici, c'est Daesh évidemment, mais une idéologie, c'est très difficile de la battre avec les bombes, de toute évidence. D'autant plus que nos drames c'est fait par des gens qui habitent chez nous. Et donc, c'est aussi, tout voilà la complication. Il n'y a pas une solution miracle pour demain matin, hein. Mais il faut le dire aussi à l'opinion publique. Mais c'est vrai que ça doit être une occasion de reprendre le dossier européen avec beaucoup plus de détermination. Vous parliez pendant la conférence justement de l'idée selon laquelle la coalition devait surtout pas être une coalition d'un côté l'Occident et de l'autre côté les pays arabes. Oui, moi je pense que ça, c'est une erreur qu'on a déjà faite, à part maintes d'autres, hein, parce qu'on est bien rentré. Militairement, nous, les Américains surtout, et nous avec, on sait encore comment se libérer d'un dictateur. Sauf qu'on ne sait pas quoi faire après. Ça a été le désastre de l'Irak, à part le fait d'une guerre illégale et sur des bases de renseignements et que maintenant, c'est prouvé que c'était faux. Mais en plus, quand on est arrivé, quand ils sont arrivés, ils ont détruit toute forme d'État, et que ce soit le militaire, que ce soit l'administration, etc. Et maintenant, Libye, c'est pire encore. On est bien allé, on s'est libéré de Kadhafi, mais entre-temps, on s'est libéré de l'État. Résultat, on a 2 parlements, 2 gouvernements, il n'y a plus d'État. Donc, ouais, moi, je partage, si vous voulez, la prudence, d'autant plus que c'est évident que personne ne veut mettre une armée sur le terrain, parce que quand on a décidé, par contre, d'intervenir au Kosovo, d'abord, la coalition était beaucoup plus cohérente, on avait un but seul. Deuxièmement, on était convaincus que l'engagement au Kosovo allait bien au-delà de militaire et que tout le monde savait, on était convaincus qu'on serait resté pour 10 ans. Résultat, on en est resté 20. Les bombardements étaient quand même bien plus importants et voilà. que ce qu'on connaît au Moyen-Orient. Voilà. Donc, il faut savoir on n'est pas disponible, évidemment, à gérer la Syrie pour 20 ans. Et donc, il faut pas se précipiter, disons, dans la panique, essayer de mettre en ordre chez nous, qui serait déjà beaucoup, mais essayer aussi d'appeler les puissances régionales à leurs propres responsabilités, parce qu'ils en ont. Écoutez, moi je voulais simplement juste revenir pour une dernière question aux relations, les politiques italiens et leurs relations avec l'Union européenne. Lorsque vous avez commencé votre carrière politique, vous disiez dans une interview que vous aviez donnée à Giovanna Casadio, dans le livre I doveri della libertà, vous disiez que l'Europe était alors, quand vous avez commencé cette carrière, donc considérée comme un cimetière des éléphants. Est-ce qu'aujourd'hui, l'Europe est perçue différemment par les politiques italiens? Est-ce qu'on a envie d'y aller? Est-ce que c'est encore un lieu de repli en attendant que des jours meilleurs dans une carrière politique? Est-ce que aussi ces hommes politiques ou ces femmes politiques italiennes ont pris la mesure finalement du développement des pouvoirs du Parlement européen en particulier? Moi, je pense qu'il y a eu un changement. Ce qui n'a pas changé, c'est la perception italienne. Dans le sens que, pour des raisons qui m'échappent, les députés européens sont moins visibles dans la politique. Mais la conscience, disons, de la classe politique, ça a beaucoup changé. Je pense que maintenant, la perception d'être présent et active en Europe, elle est plus poussée que ça fait 20 ans ou 30 ans.
Mais elle est toujours lente. Hein. Si vous posez à un politicien quelconque s'il préfère être ministre à niveau national ou commissaire, moi je pense qu'il vous dirait encore ministre. Et si vous demandez entre parlementaire national ou parlementaire européen, ça c'est sans question. Et donc, et la société vient avec. Ça m'étonne toujours que quand quelqu'un va étudier à Paris, la famille, normalement, elle te dit il est parti à l'étranger. Donc, on est resté dans une conception comme si l'Europe n'était pas chez moi. Bon, c'est des drôles de gens, ils parlent une autre langue, ils mangent différemment, mais enfin chez nous. Donc, la construction de la citoyenneté européenne, c'est beaucoup plus lente.